Et là, on va commencer du coup. J'espère que vous m'entendez tous. Euh, les autres membres du panel, est-ce que vous m'entendez déjà? Tout à Oui. fait. Parfait. On va commencer notre webinaire d'aujourd'hui qui est consacré à comment numériser sans le chaos, qui est un webinaire organisé par Gutenberg Technologies en partenariat avec Futur Possible. L'objectif de ce webinaire, c'est d'être le plus concret possible, mais aussi de répondre à vos questions. N'hésitez pas à les poser dans la section Q&A afin qu'on puisse y répondre. Ce sera principalement Stéphane qui va servir un peu de monsieur loyal durant ce webinaire et poser vos questions, les mettre en avant. Et puis avec David et moi, on interviendra sur tout au long de ce webinaire. Ok, c'est bien. Il y a une panéliste qui m'en dit qu'on m'entend bien, mais que les commentaires sont bloqués, donc c'est bien ça. Il faut bien poser les questions dans la partie Q&A si vous avez des questions à poser tout au long du webinaire. Un petit focus sur qui je suis, pour que vous puissiez comprendre un peu mon parcours et pourquoi je suis là aujourd'hui et ce que je veux partager avec vous. Je suis René Germont, je suis le fondateur de Futur Possible. Futur Possible est un cabinet qui accompagne les écoles, les entreprises dans leur transformation digitale, dans la transformation digitale de la fonction formation. J'ai un parcours très académique où je suis enseignant-chercheur. J'ai commencé à travailler dans des écoles de commerce, puis dans une école, dans un groupe 100% à distance. Et enfin, j'ai monté Futur Possible. Et je suis également ambassadeur IA dans le cadre du plan Oser l'IA. Je vais laisser David se présenter. Oui, donc moi je suis linguiste et ingénieur pédagogique de formation. J'ai été spécialisé du coup dans la pédagogie des langues et petit à petit je me suis intéressé à tout ce qui est innovation dans la pédagogie des langues, mais aussi dans d'autres domaines. Et c'est naturellement que je me suis tourné de plus en plus vers comment utiliser l'IA de manière pertinente dans l'éducation. Et j'ai rejoint du coup Gutenberg Technologies assez récemment en tant que project manager et responsable des contenus pédagogiques. Voilà. Aujourd'hui, on voulait aborder un sujet avec Gutenberg Technologies, c'est comment digitaliser efficacement votre contenu de formation. On le voit bien, l'arrivée de ChatGPT il y a maintenant 3 ans a démocratisé l'usage de l'intelligence artificielle générative avec son corollaire la production de contenu. Et on voit qu'il y a plein d'outils qui se développent sur la production de contenu. Et comme vous savez, moi sur ceux qui me suivent sur LinkedIn, j'ai un peu un mantra que je répète quasiment à chaque poste ou tout le temps. C'est la pédagogie avant la technologie. Et donc, c'était important pour moi d'organiser avec un éditeur aligné sur ce principe-là un webinaire pour vous présenter c'est quoi qu'est-ce qui fait qu'on peut réussir un projet de digitalisation de contenu, d'autant plus lorsqu'on a beaucoup d'heures de contenu à digitaliser. Et je pense que le premier mot qui me vient en tête, paradoxalement, c'est le mot contrôle. Pourquoi? Parce que quand je regarde avec mes clients, mes partenaires actuels, quand j'arrive sur un projet de digitalisation qui a déjà commencé ou qui a déjà été en phase d'amorçage, on se rend compte que il y a un vrai manque de contrôle des projets de digitalisation. Pourquoi? Parce que les organisations, elles sont souvent noyées, elles ont du mal à gérer, elles ont du mal à suivre. Digitaliser un projet de formation, c'est un projet qui est multipartenarial entre souvent des équipes en interne, des experts externes, et donc ça nécessite d'avoir une certaine maîtrise sur l'ensemble du projet. Et souvent, avec ce manque de contrôle, on fait des confusions qui, pour moi, doivent être nettoyées. La première erreur, c'est de considérer qu'on va seulement mesurer le nombre de modules à créer.
souvent j'arrive, et c'est pour ça que je dis souvent la pédagogie avant la technologie, on me dit, bon, bah, je veux créer 10, 20, 30, 50 modules de formation, et en fait, le volume devient un objectif en soi. On parle de quantité, mais on oublie la qualité. Alors que la réalité, c'est pas tant d'abord de définir le nombre de modules à créer, mais plutôt c'est quoi les apprentissages qu'on veut, quel impact on veut sur le comportement, comment on va l'appliquer à l'acquisition des connaissances, comment ça peut améliorer les performances de terrain et quels résultats commerciaux on va essayer d'atteindre avec le contenu qui est produit. J'ai une autre confusion aussi que je vois beaucoup, c'est on pense que outil égale pédagogie. Euh, alors c'est très paradoxal pour quelqu'un qui accompagne dans la digitalisation de dire on va d'abord penser à la pédagogie, mais c'est surtout ce qu'il y a de plus important. Avant on se dit bah on a un outil qui permet de faire ça donc on va le faire. Alors que vraiment le plus important va être on va définir c'est quoi l'intention et à partir de cette intention-là on va définir quel type d'outil on va utiliser et comment on va le déployer efficacement. Le troisième, et qui est apparu du coup, comme je vous disais, depuis trois ans, c'est vraiment l'effet de l'IA. L'IA, dans la mesure où on peut structurer, plutôt produire rapidement du contenu, on se dit, bah, on va générer plein de contenu, sauf que dans les faits, se trouve encore plus lorsqu'on monte des systèmes avec des automatisations, par exemple N8N ou autres, avec des choses où on va accumuler du Canvas, on va utiliser du Google Drive, des fichiers Excel, une automatisation N8N, du Drive, etc. Enfin bref. Et puis à ça, on va ajouter parfois du Teams, du Slack pour la communication sur le projet. Et tout ça, ben, en fait, ça facilite pas forcément la production. Bien au contraire. Parce que on est dans une logique de gouvernance qui n'est pas du tout efficace et qui est absolument insupportable. De tous les projets de digital learning, de digitalisation que j'ai gérés, sachant que ma spécialité, c'est vraiment de gérer les gros projets de digitalisation, 300, 400, 500 heures, 1000 heures de digitalisation de contenu, voire plus. Qu'est-ce que j'ai remarqué qui fonctionne? La première chose que j'aime bien rabâcher, c'est vraiment se dire, euh, il faut définir très clairement le profil de de vos apprenants. C'est quoi leurs défis, leurs motivations, c'est quoi leur réalité quotidienne, et puis en fonction de ça, on va concevoir l'ingénierie pédagogique. Puis l'ingénierie pédagogique, on va la concevoir sur une méthode que j'aime bien. C'est un acronyme qui se retient bien. On va la concevoir variée. Les vidéos, elles sont là pour la démonstration. Les activités concrètes, elles sont là pour la pratique. On y intègre bien sûr de la réflexion pour la compréhension, de l'immersion dans des cas concrets pour de l'expérience et on évalue rapidement euh, de façon continue ce que fait l'apprenant. Et puis, deuxième partie, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a défini son apprenant, qu'on a appliqué cette méthode variée à l'ingénierie pédagogique, on va définir quel est le MVP à construire pour pouvoir avancer. Si on veut éviter de tomber dans un mur, il faut aussi se considérer qu'un module de digital, c'est quelque chose de vivant. Souvent, je dis à mes clients, si vous avez dépensé 100K pour produire du contenu, dites-vous que tous les ans, il faudra minimum entre 10 et 20% pour mettre à jour ce contenu. Et donc, pour pouvoir le mettre à jour de façon efficace, il faut pouvoir avoir une gouvernance efficace, une gestion pratique et surtout une facilité, une rapidité de mise à jour de ce contenu. Pourquoi? Parce qu'on va mettre à jour le contenu, parce que c'est important en observant le comportement de l'apprenant sur les premiers retours de le mettre à jour, de mesurer concrètement les performances, de recueillir les feedbacks, de guider les améliorations et d'ajuster en temps réel. Et donc, le point essentiel de tout ça, c'est que tout ça n'est possible que si on a un espace de travail qui est unifié. On a d'un côté les créateurs de contenu, ceux qui vont valider, et les formateurs dans le même espace qui travaillent ensemble sur la génération du contenu, sur cette création optimisée du contenu. Et donc, pour faire, il faut embrasser le changement et se dire que quand on change, la pédagogie, elle ne s'arrête pas et que ça n'est possible que si on garde cette dynamique, cette source unique de contenu. Et
Pourquoi j'avais trouvé ça intéressant? C'est parce qu'on a, ce que j'ai mis après, c'est ça. Je parlais plutôt du cas concret qu'on a eu déjà avec Gutenberg, puisqu'on a travaillé chez un partenaire. Le contexte, c'est une école de commerce. Cette école de commerce avait l'objectif de digitaliser 300 heures de contenu. Et on a travaillé ensemble sur comment on digitalise efficacement et rapidement ces 300 heures de contenu, en mettant en place à la fois sur le même terrain des ingénieurs pédagogiques, des profs qui venaient apporter leur expertise et potentiellement la direction qui venait un peu superviser ou jeter un coup d'œil pour voir comment ça avançait. Et donc on a travaillé avec ça avec Gutenberg. Je laissais David prendre la main maintenant et nous expliquer comment ils mettent ça en œuvre concrètement. Ça marche. Je prends le relais, je repartage. Normalement, il voyait les choses. L'idée, donc, pour rebondir sur ce que vient de dire Ronnie, l'idée, c'est de ne pas accumuler les contenus, mais aussi les outils, et de ne pas dépasser un nombre, d'avoir 50 000 outils à la fois, avec une équipe qui est en plus splittée selon les learning designers d'un côté, les experts de l'autre, etc., les reviewers, etc. Donc ça peut créer vraiment un gros chaos. Nous, ce qu'on propose chez Gutenberg, c'est pas vraiment seulement un outil, mais vraiment un workflow entier et unique qui est fédérateur et qui est en trois phases. La première phase est l'accélérateur de création de contenu. La deuxième phase, c'est vraiment la phase de collaboration, d'édition collaborative de manière fédérative avec ou non l'assistance de l'IA. Et derrière, on a une distribution multicanale dont on va parler un peu après. L'idée, c'est justement d'avoir une source unique, un espace de travail unique qui réunit toutes les équipes et qui réunit un peu toutes les fonctionnalités qui sont aujourd'hui dispatchées entre divers outils, euh, et voilà, et avoir une source unique de vérité. Je commence du coup par la première phase de ce workflow qui est donc la phase d'accélération de création de contenu avec notre course builder ici, le GT Builder. Si vous avez plein de projets, moi je vais rentrer directement sur un des projets qui est déjà généré et vous montrer un peu comment ça se passe rapidement. Euh, L'idée, c'est ici de remplir un mini cahier des charges qui permettent finalement de créer très rapidement un module. L'objectif, c'est aussi de garder votre signature pédagogique. Donc, vous allez avoir à votre disposition des modèles qui vont scénariser le contenu, que ce soit autant dans le contenu même, mais aussi dans le layout, la mise en forme, les activités, les images, les médias, etc. Donc, vous allez choisir le modèle pédagogique qui vous appartient ou qui est le plus proche de votre signature pédagogique. Et ensuite, vous allez commencer à télécharger des documents sources. Idéal, par exemple, pour refondre une formation, moderniser une formation, récupérer du fond documentaire dormant, recycler et créer aussi à partir de notes d'experts. Donc tout est possible, recycler et créer à nouveau. L'idée ici, c'est de déposer un fichier source qui peut être sous différents formats, CSV, Doc, DocX, EPUB, HTML. Par exemple, chez Dalloz, donc notre travail avec Dalloz, ils utilisent des formats donc Markdown et JSON. Mais on a déjà fait des contenus avec des webinaires comme celui-ci ou même des podcasts. Voilà. Donc une fois que vous avez rentré votre fichier, vous allez pouvoir décider de si, par exemple, vous allez l'exploiter dans son entièreté. Là, par exemple, c'est un document qui émane de l'OMS qui est très court, donc je vais l'exploiter dans son entièreté, mais vous pouvez aussi avoir la possibilité d'avoir une recherche intelligente dans laquelle vous allez, en langage naturel, dire, bah non, focalise-toi sur le chapitre 1, surtout si on a des cursus très longs, des documents sources qui correspondent à des cursus sur, par exemple, un trimestre ou un semestre ou une formation très longue. Voilà. Ça, c'est les deux choses les plus importantes. Après, bien sûr, on décrit le projet, titre, langue, on supporte plusieurs langues, le public cible, on fixe des objectifs. On peut aussi associer le module à des compétences, donc au référentiel de compétences de chez France Compétences, par exemple, ou France Travail, référence RNCP. Et ensuite, on peut choisir une image de couverture ou non, savoir si on veut générer des images à partir d'un stock d'images ou les générer à partir de l'IA. Rentrer des petites instructions personnalisées comme voilà, je voudrais que
le ton soit d'un juriste qui s'adresse à un juriste, par exemple, ou d'un ton humoristique. Par exemple, ILDI, donc pour ceux qui connaissent Philippe Lacroix, lui, il veut créer des modules qui sont très humoristiques, à la Bref, série Bref, par exemple. Donc c'est aussi là qu'on va rentrer tous ces détails. L'idée, c'est qu'après, l'IA va très très vite en fait générer donc euh, un découpage pédagogique, une outline, et à partir de là, on va pouvoir générer des pages, toutes les pages du module. Et là, on regroupe tout, les titres, les introductions, les exercices, les carousels, les images. On peut prévisualiser des activités, on peut régénérer morceau par morceau. Et ici, c'est finalement la première partie d'un workflow en sandwich, je dis en sandwich, où on a l'intervention humaine intercalée avec l'intervention de l'IA. Et donc, les learning designers peuvent ici déjà dégrossir finalement leur contenu en régénérant morceau par morceau un titre, une introduction, une image, une activité. Là, vous voyez déjà les exercices qu'on peut tout à fait tester dès maintenant. Voilà. Et tout ça, ça prend à peu près une quinzaine de minutes entre le découpage pédagogique et la génération de toutes les pages. Et là, il y en a beaucoup des pages hein, qu'on voit sur la gauche. Ça prend une quinzaine de minutes. À partir de là, ce qu'on fait, c'est qu'on se rend sur la deuxième phase de notre workflow, qui est donc le CMS, qui est intégré. Hein. Tout ça, c'est pour nous un même workflow. Et donc, vous allez retrouver ici votre module sorti du four. Et donc, avec les différentes pages sur le côté gauche qui correspondent à votre découpage pédagogique choisi précédemment, n'est-ce pas? Voilà. Ici, vous allez très facilement, finalement, rentrer dans de l'édition en faisant des drag and drop de titres, de textes, etc. Donc là, si je veux, par exemple, rajouter un texte, je peux rajouter un texte, parce que tout à l'heure, j'avais rajouté un titre. Mais là, je viens de rajouter un texte. Voilà, je peux rajouter du texte ici. Je peux le mettre en forme. Je peux rajouter des vidéos, des blocs vidéo, des blocs audio. Ici, par exemple, j'ai une vidéo Cette sur la chaise peut vous sédentarité. tuer et pas besoin qu'elle soit. Je peux aussi, en fait, ce qui est très intéressant, drag and drop des éléments plus interactifs pour éviter, en fait, finalement, ce mur de paragraphes, comme des carousels, des accordéons, des onglets, etc. Ce qui est aussi intéressant, c'est cette fonctionnalité, finalement, d'intégration, qui est aussi dans cette culture de réutilisation du fond documentaire ou du travail déjà fait. On va pouvoir recycler, finalement, du contenu qu'on aura déjà créé dans un Geniali, un Articulate, un Canva ou récupérer des vidéos YouTube ou Vimeo par exemple, Icademy, eux, ils ont beaucoup de vidéos sur Vimeo, donc ils utilisent cette intégration pour intégrer leurs vidéos préexistantes dans les pages du module. Voilà. Et donc on peut effectivement collaborer ici. L'idée, c'est que toutes les équipes soient au même endroit. Donc si je veux par exemple laisser un commentaire sur un bloc, un mot même, je peux tout à fait laisser un commentaire ici, donc modifie ce modifie ce texte, par exemple. Je peux l'assigner à un collègue, une collègue. C'était une priorité, créer ça. Et ça va faire exactement comme dans un Google Doc. On a voulu les choses comme ça, que ça soit très intuitif et que ça ne change pas trop finalement des outils qui sont majoritairement utilisés en dehors d'une autre. Donc ici, voilà. Vous avez vu aussi que si on fait une suggestion de modification, on va avoir, pareillement comme dans un Google Doc, ici une sorte d'historique de modification qu'on peut alors refuser ou accepter. On peut aussi débattre de la pertinence de cette suggestion de changement. Et bien sûr, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on peut répondre aux commentaires et avoir des fils de discussion en commentaire avec toutes les équipes. Voilà. Petite précision, c'est qu'on a également la gestion de profil d'utilisateur, ce qui fait que ben, un expert ne pourra faire que commenter, par exemple, pour quand il va faire la relecture. Un admin pourra tout faire, ou on pourra avoir un mode read-only, donc vraiment en lecteur, exactement comme dans des Google Docs, et on va pouvoir gérer ou ajouter des profils apprenants. Par exemple, chez Dalloz, on a exprès rajouté un profil auteur puisqu'ils font appel aussi à des auteurs qui viennent aussi directement écrire dans le CMS, et ils ne peuvent pas tout faire, et on a cloisonné les auteurs à leur mission avec cette fonctionnalité-là. Donc si je retourne dans mon projet, on a également la possibilité de suivre toutes ces données, toutes ces modifications dans un tableau de bord
qui regroupe finalement toutes les informations clés. Donc on retrouve ici l'arborescence avec les membres de l'équipe, tous les commentaires qu'on va pouvoir consulter, le suivi des modifications, le nombre de mots. Ça aussi, c'est un héritage de notre expérience dans le monde du publishing. On peut retrouver tous les médias utilisés dans ce projet, ou toutes les questions, toutes les notes. Et ici, on va pouvoir regarder page par page des statuts. Et on va pouvoir setter des statuts complètement comme dans un outil de gestion de projet. Et vous allez pouvoir ici regarder où en sont vos projets. Là, vous voyez, ici c'est publié, là c'est en cours de rédaction, là c'est exporté, c'est publié, là c'est en cours de relecture. Et on va avoir des systèmes de notification comme ça qui nous permettent de suivre tous nos projets directement dans cet outil, sans avoir recours à côté à un Asana ou un truc comme ça. Voilà. On peut collaborer avec nos collaborateurs, nos collègues, bien sûr, mais on peut aussi collaborer avec l'IA. Ce qui est bien, c'est qu'ici, quel que soit le bloc, vous allez pouvoir utiliser l'IA en cliquant sur ces petites étincelles. Et là, dans cette fenêtre, vous allez pouvoir donc dire si vous voulez baser le contexte finalement de ce que va créer l'IA sur la page. Vous pouvez également faire référence aux documents sources. Ça peut être plusieurs documents sources, donc vous pouvez choisir aux documents sources introduits initialement et rajouter des instructions. À partir de là, vous allez pouvoir voir si ce qu'a généré l'IA par rapport à ce qu'il y a avant, vous allez pouvoir comparer, faire un avant-après et voir si vous voulez remplacer ce qui est déjà en place ou insérer en dessous et laisser bien sûr des collaborateurs venir débattre de quelle est la meilleure version, par exemple. On a aussi la possibilité de générer des images, des choses comme ça, donc c'est très intéressant. Et donc ça, c'est pour la collaboration. L'IA peut aussi permettre de créer, bien sûr, de nouvelles types d'activités. Et chez nous, on a cette volonté de transformer l'expérience apprenant également en passant. Bon, c'est pas juste un outil, c'est aussi, on a des volontés, on a des projets pédagogiques, n'est-ce pas? Des intentions pédagogiques. Et l'idée, c'est effectivement de créer de nouvelles sortes de modalités d'évaluation que nous, on appelle les learning activities. Il y en a de plusieurs types. Là, je vais vous en montrer quelques-unes. Par exemple, cette learning activity-là. Hop. Donc, c'est un vrai faux finalement. Ah, il y a un petit effet démo là. C'est un vrai faux finalement. Et l'idée, c'est que on se base sur de la gestuelle finalement du quotidien, donc ce fameux swipe, pour finalement amener cette interactivité dans ces activités-là. Hop. On a également ici, tout en bas, une autre activité pédagogique interactive qui est donc sous la forme en fait d'un chat. Donc on va nous poser une question, ça peut être des questions tout à fait autonomes, et ça peut être des questions scénarisées qui suivent un fil rouge. Et moi, je vais avoir la possibilité de choisir une réponse, de l'envoyer. Le message a été lu à 12h27, c'est liké, parce que c'est la bonne réponse. J'ai un feedback, et on passe ensuite à la réponse suivante. Voilà. Ici, en fait, finalement, c'est un QCM. Mais c'est un QCM dont l'expérience pour l'apprenant a été transformée pour du coup améliorer l'engagement. Et des fonctionnalités comme ça, on en a plein dans notre CMS justement pour permettre à l'apprenant de pas décrocher. Voilà. Pour finir, je vais passer donc à la dernière étape du workflow. Il y a plein d'autres fonctionnalités, hein, mais on va droit à l'essentiel ici et aussi par rapport à ce que disait Ronnie. C'est cette possibilité d'exporter sur différents canaux. Donc, on a de l'EPUB, hein, bien sûr, parce qu'on a un héritage donc, dans le publishing, notamment aux États-Unis. On peut exporter en PDF, en XML, en LTI, en SCORM, etc., etc., qui pourra ensuite être uploadé dans le LMS de votre choix, qu'il soit propriétaire ou tiers. Voilà. Donc, petite visualisation de ce que ça pourrait donner finalement sur votre LMS. Voilà, avec les learning activities. On va voir les autres pages qui vont arriver. Hop, voilà, les vidéos. On a ici le carrousel qui finalement, voilà, empêche d'avoir un scroll permanent vers le bas, qui amène l'apprenant finalement à cliquer et à avoir un rôle vraiment actif et interactif avec la page. Voilà, ce genre de choses. Et juste pour revenir en fait sur un autre détail dont je ne vous ai pas parlé, c'est le fait que vous allez pouvoir en fait, soit à l'échelle du module, soit à l'échelle d'une page, en fait,
partager la page et réutiliser ce contenu, que ce soit une page ou un module, ailleurs. Et finalement, lorsque vous allez mettre à jour du contenu dans le module ou la page parente, bah, ça va mettre à jour chez tous les enfants, ce qui est une question très importante, par exemple chez IGPDE, chez nous, donc au ministère de l'économie, ou même chez Dalloz, qui ont finalement ce besoin de mettre à jour rapidement et régulièrement leur contenu. Et ça facilite largement ce processus. Voilà. Est-ce que Ronnie, Stéphane, j'ai oublié quelque chose? Je pense que ce qui est aussi important à dire, même si je veux répéter, c'est une des choses qui m'a le plus convaincu, c'est que en connexion LTI, l'avantage c'est qu'une fois si on veut déployer le contenu et les mises à jour, on peut les déployer partout où elles sont. Tout à fait. Tout à fait. L'idée, c'est effectivement si vous avez quelque chose qui change, votre contenu, par exemple, si vous exportez en SCORM, vous allez exporter un paquet qui représente votre module en un temps T, d'accord? Avec le LTI, c'est donc on garde finalement cette connexion entre notre outil, donc GT, et votre LMS. Ce qui fait que quand on met à jour du contenu dans le CMS, vous allez simplement appuyer sur quelques boutons et ça va mettre à jour finalement le contenu dans votre LMS sans porter préjudice finalement aux apprenants qui sont déjà en train de faire ce module. Et ça, c'est très important parce que quand vous allez mettre à jour votre SCORM, vous allez uploader le SCORM, et il va falloir finalement retirer la version précédente. Et si des utilisateurs, si des apprenants sont déjà en train de faire quelque chose dessus, ben, ça va tout chambouler. Donc l'intérêt, c'est aussi ça du LTI, ce qui est un protocole très utilisé par exemple aux États-Unis et de plus en plus en Europe. Et c'est l'avantage de ça, en fait, c'est d'avoir cette gouvernance et cette possibilité de mettre à jour les contenus de manière très facilitée et rapide. Voilà. Merci beaucoup David pour cette partie-là. Je reprends la main. Vous voyez bien mon écran. Oui, Parfait. Donc, ce qui est intéressant sur ce sujet très lié à la gouvernance de la production de contenu, et ce que j'aimais particulièrement dans l'exemple de Gutenberg, c'est cette gestion complètement unifiée pour éviter le chaos. J'aime bien prendre cet exemple. On a dû changer dans une institution où je suis passé, changer de LMS un peu parce qu'on avait un souci avec le précédent. On a dû le faire en mode commando et un projet, on s'est rendu compte lorsqu'on l'a fait, c'était qu'un projet de formation de 400 heures, ça représentait plus de 7000 blocs grains à télécharger sur la plateforme. Parce que, en fait, la façon dont c'était digitalisé, on avait d'un côté les vidéos, d'un côté le texte, d'un côté les PowerPoint, d'un côté les quiz, d'un côté les activités, d'un côté les activités de certification, etc., etc. Et donc, un parcours de 400 heures, c'était plus de 7000 de ces grains qu'il fallait remettre en place. Il n'était pas à l'époque en version SCORM, donc ce qui compliquait également la tâche. Et donc, lorsqu'on a dû tout rassembler, tout remettre nos petits pour les prendre dans LMS, pour les mettre sur un nouvel LMS, ça a été le chaos. Et donc, d'où aussi le titre de cette presse. C'était un vrai chaos. Et donc, on a voulu vraiment en chercher des outils enfin moi je voulais vraiment trouver un outil qui me permettait d'éviter ce chaos à long terme. Euh, Ce que j'aimerais bien qu'on ait en cas pratique à vous poser, vous pouvez y répondre dans les Q&A sous forme de questions, mais c'est combien d'outils, réfléchissez juste à votre chaos, c'est combien d'outils vous utilisez actuellement. Sur un module, combien de versions il existe? Combien de temps il vous faut pour mettre à jour le contenu sur tous les canaux? Combien de temps il vous faut pour mettre à jour une version ou une information dans le module? Qui a une vraie visibilité sur ce qui a été créé à ce moment T? Et comment vous mesurez c'est l'impact réel de ce qui a été produit?
Et généralement, lorsqu'on répond à toutes ces questions, on se rend compte que le nombre d'outils, il ne cesse de se développer et que c'est un vrai enjeu en soi. Tout ça pour aussi, c'est un peu mon message final avant qu'on passe aux questions-réponses, c'est de se prendre en compte que la digitalisation, c'est pas une destination, mais c'est une vraie culture à mettre en place. Et on voulait commencer à l'aborder aujourd'hui à travers ce webinaire. Et vous avez l'occasion la semaine prochaine, le 28 et le 29, de passer sur Learning Technologies France, sur le stand F80 pour qu'on puisse en discuter et voir comment justement on peut, enfin comment Gutenberg peut vous accompagner d'un point de vue technologique sur cette notion de chaos pour remettre de l'ordre dans tout ça et comment potentiellement aussi à futur possible vous accompagner sur ça. Est-ce que vous avez des questions? C'est le moment, on va vous laisser quelques minutes pour poser vos questions. C'est Stéphane qui va nous en poser aussi. Et si vous ne le trouvez pas, c'est vraiment en bas de l'écran. Il y a marqué Q et R avec un point d'interrogation. C'est vrai qu'il y a le chat juste à côté avec lequel on peut confondre. Alors généralement, j'ai une question. Combien de temps ça prend Mm. pour déployer un projet de digitalisation? Alors on va partir sur une base, on a quelqu'un qui veut digitaliser un master ou un bachelor de 400 heures. Combien de temps ça va lui prendre avec votre outil? Tu veux répondre, Stéphane? Mm. Oui, si vous voulez, écoutez, je pense que Ronnie sait répondre également, on a travaillé sur des cas réels, hein. Je crois que 300 heures de formation, ça a été réalisé une fois que ça a été, je dirais, calé, hein. Ça a été réalisé en quelques mois, quoi. C'est-à-dire, Trois ça. mois. Si moi je peux te servir de mémoire sur Ben ce oui, oui, non, mais projet, trois ça mois, mais prend trois voilà. mois. Ben, je voulais être certain, mais voilà. Le projet, logiquement, il aurait dû prendre avec d'autres outils, je pense, beaucoup plus, 7 à 8 mois, vraisemblablement. Donc, en général, on réduit le go-to-market de l'ordre de 4 à 5. Donc, c'est assez important. C'est-à-dire que, comme le dit Ronnie, il l'a souligné tout au long de ce webinaire, hein, mais ça s'improvise pas. C'est-à-dire qu'il y a tout un calage à faire au départ. C'est comme si on chartait quelque part. Et à compter du moment où vous êtes prêt, vous êtes capable de produire en fil continu de manière extrêmement rapide. Donc avec cet accélérateur en amont, bien sûr, cet espace collaboratif, il n'y a plus d'échange de fichiers. Il n'y a plus du tout d'échange de fichiers, donc il n'y a plus de source d'erreur. Et puis cette possibilité, évidemment, de mettre à jour les contenus, ça c'est critique pour un très grand nombre de clients. Ça dépend des sujets, mais c'est critique parce que c'est très vite obsolète. Et puis cette possibilité de récupérer ce contenu pour décliner des collections, quoi. C'est-à-dire pouvoir récupérer les choses. Voilà. Et puis C'est pour les modifications, ce qu'il faut voir, c'est que quand vous allez modifier un grain, un module, et que vous avez utilisé ce grain dans plusieurs supports, dans plusieurs cours, dans plusieurs cursus, vous pouvez générer la mise à jour automatiquement en cascade. Donc ça, c'est quand même très... Ça, c'est unique. Personne n'a fait ça. J'ai une J'ai une question, question. Oui, vas-y. Stéphane, pour toi, du coup, qui est posée. Quelle différence avec un outil comme Articulate, par exemple? Très bien. Pour illustrer ce qu'on vient de dire, moi, j'appelle ça les one-shot software. À savoir, vous faites un contenu et puis déjà, vous le testez. Puis si vous voulez le modifier véritablement, il faut tout recommencer from scratch. Absolument tout. Là, on est dans une, on a un référentiel unique. Donc, tout est dans une base de données quelque part. Donc, dès que vous faites une modification, dès que vous voulez tester autre chose, même si vous souhaitez de changer de template, c'est très rapide. Et vous n'êtes pas obligé de refaire à chaque coup, quoi. Et Captivate, vous allez mettre des plombes. Si vous avez 300 heures de formation, mais c'est un cauchemar. C'est pas possible. Donc, voilà. Et ça sera pareil avec Autrice.
sans parler qu'autrice, il n'y a pas véritablement euh, une IA enfin, je ne sais pas comment est leur IA, mais nous, on a énormément travaillé, quoi. On a certains clients, c'est jusqu'à 300, 400 pages de prompt on l'a dressé, cette IA, vous voyez, c'est vraiment une IA très, très pédagogique. Donc, ça laisse beaucoup moins de travail derrière aux experts pour bosser. Donc, voilà, c'est industriel. La différence essentielle, c'est que c'est industriel. Et le problème, il est très souvent industriel, d'ailleurs. On pense, s'aperçoit je que... pense que c'est pour aller dans ce que tu disais, c'est que vous offrez la possibilité d'un mix entre industrialisation et personnalisation. C'est-à-dire Voilà. que autant vous pouvez produire du contenu très rapidement, mais en fait, et c'est peut-être la différence avec certains acteurs du marché qui sont très génériques, euh, en fait, il y a une vraie phase de personnalisation pour comprendre, et donc ça va surtout avec les gros projets, se comprendre les contextes métiers, les contraintes, etc., pour pouvoir être sûr que ça réponde exactement dans le style aussi et la ligne éditoriale de ce que font les autres, de ce que font le client. J'ai une autre question sur c'est quoi les formats d'exportation pour le contenu? Bon, on en a Multi-format. plusieurs, effectivement, hein. C'est le plus utilisé, effectivement, Tu notamment. veux montrer directement, David? Oui, bien sûr, bien Sa sûr. main, comme Je vais ça, c'est partager, plus hein. parlant quand on Tout à voit fait. directement. Hop, tac, je vais partager. Tout. Ah, je vois qu'on me pose une question Voilà, sur les c'est bon? tarifs. C'est bon? Ouais. Donc, quand on fait un export, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des exports complets du projet ou des exports partiels, ça c'est à noter. Notamment si par exemple vous avez une version prof et une version apprenant. Ça, c'est très utilisé aussi aux États-Unis quand il faut changer les contenus selon les différents États ou autres. Ici, donc, dans les exports, on va avoir d'activer en tout cas le HTML5 responsive, on va avoir de l'EPUB, parce qu'on a aussi un web reader. Euh, on a du SCORM 1.2, SCORM 2004, SCORM 2004 dans lesquels on peut avoir des fonctionnalités donc d'activer les pages bloquantes, par exemple ce qu'on appelle le gating dans le scoring, du PDF, du XML et du LTI. Par exemple, chez Dalloz, ils exportent en 1.2, SCORM 1.2 et XML en même temps, et leur LMS c'est Docebo. Et quand on exporte un projet, on exporte tous les contenus, donc cette mise en page, les contenus, les médias, tous les assets, mais aussi les métadonnées qui vont avec. Et ces métadonnées pourront servir par la suite dans le LMS pour afficher certaines choses. Par exemple, chez Dalloz, ils ont plein d'informations qui font transiter via notre système et qui, à la fin, sert aussi, généré ou pas, sert aussi à mettre sur leur boutique des descriptions commerciales, des cibles, etc., dont leur LMS aurait besoin, par exemple, pour aussi créer des collections, des parcours, ce genre de choses. Donc on exporte tout ça sous tous ces formats-là, LTI, et puis bien sûr on étudie avec les clients qu'on a s'il y a d'autres formats qui pourraient être développés. Voilà. J'ai une question J'ai sur les une tarifs. question sur les tarifs. Une question Mhm. sur les tarifs. Bon, bah, là, c'est très simple. Bon, vous avez compris, on n'est pas tout à fait une solution sur étagère. Donc, c'est aussi une des différences que vous auriez avec Captivate, par exemple, ou un grand. Voilà. Donc ça va s'adresser à des organisations, un centre de formation, un groupe d'école, qui doivent faire travailler beaucoup de personnes ensemble. Donc en fait, on a plutôt une formule licence entreprise, et ça peut aller de 30 000 euros à 200, 300, 400 000 euros par an. Par an, ça dépend. On a des très grands clients aux États-Unis, il y a plus de 800 personnes sur la plateforme collaborative et ils produisent 50 000 supports. Donc, bon, voilà. On est capable de créer des très très gros volumes du fait de l'industrialisation donc, et de faire travailler beaucoup de monde en même temps. Donc, c'est des licences entreprises. Donc, vous arrivez avec votre besoin, on le qualifie et on vous donne un prix qui est cohérent avec vos objectifs. On est dans la dernière minute avant la fin de ce webinaire. Peut-être avant le mot, est-ce qu'il y a une dernière question? On n'a pas d'autres questions, donc c'est parfait. On va respecter le timing. Ah si, j'ai rien dit. Est-ce un outil auteur uniquement ou un LMS? Un Non, un LCMS, LCMS qui signifie Learning Content Management System, c'est alors surtout ce n'est pas un LMS.
que ce soit clair. Un LMS, c'est pour distribuer véritablement auprès des... On s'occupe pas de ça. Nous, on distribue vers le LMS. Donc, on est toute la phase amont, à savoir de la gestion de contenu et dans un environnement auteur. Voilà. Donc, on a l'outil auteur, vous l'avez vu, mais voilà, c'est aussi de la gestion de contenu, ce qui permet les mises à jour, les déclinaisons, ce qui permet, voilà, ce qui vous permet de ne pas recommencer depuis le départ à chaque fois et de pouvoir décliner un contenu. Avec un contenu, vous pouvez faire 4 supports différents simultanément. Vous pouvez faire le support apprenant, vous pouvez faire le support du professeur ou du tuteur, voilà, vous pouvez faire plein de choses. Tous les supports, tous les formats. Qui plus est, c'est du contenu qui est responsive. On pense au mobile en premier, ça se décline sur la tablette, évidemment sur l'écran, et on sait même gérer le print. Voilà. Merci beaucoup, Stéphane, pour ces réponses. Merci beaucoup à aussi David d'avoir participé et animé avec moi ce webinaire consacré à la gestion du contenu organisé par Gutenberg Technologies avec la participation de Futurs Possibles. Le dernier Merci. mot-clé pour terminé. Je répète, moi je vais squatter le stand de Gutenberg Technologies le 28 et le 29 durant Learning Technology. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à Learning Technology et à venir nous voir sur le stand qui est le stand F80. Voilà, nous avons également une plénière, d'ailleurs, une conférence plénière où nous avons invité pour un retour d'expérience le groupe Lefebvre Dalloz. Il y a la DG et la directrice de l'IA Group qui viendra s'exprimer sur ce qui s'est passé. Voilà, ils sont en train de produire 20 000 modules à destination des avocats et c'est intéressant d'avoir leur expérience. Si ça vous intéresse, c'est le 29 à 16 heures. Merci beaucoup Stéphane, merci beaucoup David. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous. Excellente journée.